Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, est-ce qu'il y a un mythe, et ce mythe du juste prix, est-ce qu'il faut lui tordre le cou? C'est la question qu'on va poser à Philippe Chalmin. Bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Chalmin, vous êtes économiste, prof à Dauphine, et puis vous êtes président de l'Observatoire de formation des prix et des marges des produits alimentaires. Moi, j'aime bien vous énerver. Est-ce que c'est un mythe, le juste prix? Disons, oui, on peut dire que c'est un mythe, même si c'est un mythe qui remonte à Aristote et qui a connu un long cheminement de saint Thomas d'Aquin à la doctrine sociale de l'Église catholique, etc. Et effectivement, jusqu'au président Emmanuel Macron. C'est vrai que de manière légitime, un agriculteur, on est au salon de l'agriculteur, dit « Moi, je ne veux pas d'un prix spéculatif, etc. Je veux être payé le juste prix. » Le juste prix s'entendant pour lui, le prix qui va me permettre d'équilibrer mes comptes, qui va me permettre de vivre décemment et de nourrir le monde. Voilà un petit peu la définition qu'on pourrait avoir du juste prix. Alors, pendant longtemps, c'est un peu comme cela que ça avait fonctionné, puisqu'il faut se souvenir que pendant 40 ans, nous avons vécu dans le cadre de la politique agricole commune. La politique agricole commune, nous avions pour la plupart des filières des prix qui étaient des prix administrés, des prix politiques, mais qui correspondaient un peu à cette idée du juste prix, c'est-à-dire que les prix permettaient de couvrir l'essentiel des coûts de production du monde agricole, qui en a d'ailleurs largement profité pour se moderniser. Michel de Baptiste, grand dirigeant agricole d'autrefois, parlait de la révolution silencieuse du monde agricole grâce à ces prix européens. Le problème, c'est que le temps a passé, l'enthousiasme agricole de l'Europe a quand même sacrément diminué, et la politique agricole commune, telle que nous l'avons connue historiquement, elle a pratiquement disparu. Le dernier pan vient d'ailleurs d'en être symboliquement supprimé. Ça a été le 1er octobre dernier, la fin des quotas sucriers. Depuis, les prix agricoles, donc les prix que sont payés nos agriculteurs, ce sont des prix de marché. Et un prix de marché, ça n'est ni juste, ni injuste, ni équitable, ni inéquitable. C'est un peu comme le mercure dans votre thermomètre. Ça constate un équilibre entre une offre et une demande. Et donc, nous sommes dans un univers aujourd'hui de prix qui sont instables au niveau national, européen, international. Et donc, à certains moments, comme aujourd'hui, pour un certain nombre de filières, ils peuvent être inférieurs au coût de production et apparaître totalement injustes. Alors, vous avez parlé d'Emmanuel Macron. À la limite que lui en parle, c'est normal. Que les agriculteurs le croient, c'est un peu inquiétant. Mais les agriculteurs se sont quand même extraordinairement adaptés à ce qui a été pour eux une révolution culturelle. Du jour au lendemain, au lieu d'avoir la garantie d'un prix administré à Bruxelles, etc., ils se sont retrouvés sur le marché. Il faut savoir que le prix du blé s'est baladé ces 10 dernières années entre 110 et 300 euros la tonne aller-retour. Que de manière moins importante, le prix de la viande de porc s'est baladé entre 1,10 et 1,50 euros le kilo aux enchères de Plérin sur les 2 dernières années. Et donc, l'agriculteur aujourd'hui, il est soumis à cette instabilité qui est une nouvelle dimension dans son métier. Et ça, c'est quelque chose qu'un certain nombre d'entre eux ont intégré, mais qu'il reste difficile à supporter, alors notamment en ce qui concerne les filières animales, le lait, et on a vu tous les problèmes qui se sont posés ces derniers mois, la viande bovine, dans une moindre mesure, le porc, la volaille, etc. Alors, ça fait 8 ans que vous présidez l'Observatoire des marges, donc ça y est, vous savez qui c'est qui gagne de l'argent avec l'agriculture. Excusez-moi, je vais être méchant. Tout le monde me dit, quand on sort notre rapport, alors Philippe Chalmin, qui s'en met plein les poches? Alors celui qui s'en met plein les poches, c'est le consommateur, soyons très clairs. Parce que sur un certain nombre de filières, on voit bien que l'agriculteur couvre assez mal son coût de production. Les industriels
que ce soit dans la viande ou autre, survivent tant bien que mal. Paradoxalement, sur un certain nombre de rayons de produits frais, la grande distribution ne fait pas des marges extraordinaires, même s'il faut relativiser cela en jouant bien entendu sur la masse. Et en fait, le gagnant sur la longue période, c'est le consommateur. Parce que la partie de base de votre caddie quand vous allez faire vos courses, votre brique de lait UHT, votre kilo de beurre, votre kilo de viande hachée, votre tranche de jambon sous cellophane, etc., leur prix sur les 10 dernières années a été d'une extraordinaire stabilité, voire à la baisse. Alors j'ai en amont l'instabilité des prix agricoles, en aval j'ai la stabilité des prix aux consommateurs. La différence entre les deux, eh bien, elle était très instable et c'est là où ça grince en permanence, comme nous le voyons actuellement dans ce qu'on appelle les négociations entre l'industrie et la grande distribution. Bon, tout ce que vous me dites, c'est pas gagné la loi sur l'alimentation. Il faut pas être optimiste, non? Écoutez, il faut arrêter en France de toujours tout demander à l'État. Nous avons probablement une des réglementations, des textes de loi les plus complets qu'on puisse imaginer. Maintenant, il faut peut-être changer un petit peu et changer, je dirais presque, l'approche des individus. C'est vrai que nous ne sommes pas un peuple de confiance. C'est vrai que ce dont je vous parlais, c'est-à-dire le passage du stable à l'instable pour le monde agricole, il a été le même en Allemagne, en Italie, même en Espagne. Il n'y a qu'en France où cela a donné lieu à pareil psychodrame. Parce que nous ne sommes pas un pays de confiance. Une des solutions pour s'en sortir, c'est d'aller dans une logique de contractualisation. C'est pour l'État de mettre des bornes. Et c'est vrai que moi je trouve que la loi qui va remonter le seuil de revente à perte, qui va essayer de mettre des bornes sur les promotions, ça n'est pas mauvais. Parce qu'il faut aussi que le consommateur il se rende compte qu'on ne peut pas toujours aller plus bas en matière alimentaire. Et il faut lui aussi lui rappeler, parce que le consommateur, il a l'impression qu'il n'y a pas de salut en dehors du bio, etc. Notre alimentation, et notre alimentation de base, notre alimentation générale, elle n'a jamais été aussi saine, elle n'a jamais été aussi sûre. Le paradoxe, il y a toujours plus de peurs alimentaires. Mais nous ne sommes pas loin du zéro défaut. Simplement, le consommateur qui est au fond le grand gagnant de toute cette affaire, ben cet animal, il ne s'en rend pas compte parce qu'il a l'impression qu'il mange moins bien qu'autrefois, ce qui est une erreur radicale. Vous avez tout suivi l'affaire Lactalis, qui est peut-être pas finie d'ailleurs. Alors vous êtes président de l'Observatoire, donc un observatoire, ça veut dire qu'il faut observer. Et dans le cas de certains transformateurs industriels, on n'observe plus et vous avez saisi les tribunaux de commerce. Pourquoi? Alors, la filière lait est une filière très compliquée. Alors, c'est compliqué tout simplement parce que vous avez des modèles de transformation du lait très différents. Donc, la valorisation du lait est très différente suivant que je fais du yaourt, des produits frais, suivant que j'ai une tour à dessécher, que je fais du beurre et de la poudre, suivant que j'ai des fromages et encore de quel fromage, etc. Parce qu'en permanence, vous avez des sous-produits, des coproduits, etc. Pour arriver à identifier, parce que notre métier, c'est de suivre un produit du champ à l'assiette. Et à chaque fois, de calculer les différences, ça fait des marges brutes, et puis d'aller ensuite plus loin, de gratter, d'analyser les coûts de production, d'arriver aux marges nettes. En matière laitière, nous avions un problème, et nous avions besoin des comptes des entreprises. Il se trouve que le principal acteur de la filière laitière, qui représente grossièrement 1/5 de la collecte française, l'entreprise dont vous avez évoqué le nom, Lactalis. Je vous le laisse dire, ne dépose pas ses comptes auprès des tribunaux de commerce. Et donc, il se trouve que la loi me donne un pouvoir léonin, celui d'exiger la publication des comptes, moyennant des amendes qui sont extrêmement élevées. Donc, Lactalis a finalement déposé ses comptes, mais l'important, j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin que cela, l'important c'est qu'aujourd'hui, à l'intérieur de l'industrie laitière, nous avons, avec l'ensemble des industriels, entamé un dialogue qui devrait nous permettre dans quelques mois de calculer justement les marges nettes par grand métier du lait,
comme nous le faisons pour la viande, comme nous le faisons pour un certain nombre d'industries, et bien entendu comme nous le faisons pour la grande distribution. Bon, on est sur le bon chemin, on va changer totalement de sujet, quoique vous êtes un spécialiste des matières premières et on va vous présenter une nouvelle matière première. Peut-être vous ne la connaissez pas encore totalement. Et j'accueille Grégory Louis qui nous rejoint, ainsi que Stéphane Ballas, si vous voulez bien vous asseoir. Vous êtes venu avec un nouveau type d'élevage. Bonjour. Bonjour. Merci vous allez bien? de me recevoir. Ça Tout va bien? Bien installé? Parfaitement. Bon, alors parlez-nous un peu de votre élevage. Alors, Grégory Louis, vous êtes le fondateur d'Entomo Farm et juste à vos côtés, donc Stéphane Ballas pour Ovalie Innovation, qui regroupe 2 coopératives du Sud-Ouest bien connues. Lesquelles déjà? Vivadour et Maïsadour. Très bien. Je vous écoute. Alors, chez Entomo Farm, on fabrique donc des matières premières issues de l'insecte. Donc, on va produire des insectes qu'on va transformer ensuite donc, en farine, comme on peut le voir sur la table, et en huile et en amendement organique, avec un modèle qui est assez singulier puisqu'on va décentraliser une partie de notre production et l'envoyer donc chez des agriculteurs partenaires qui vont donc faire toutes les étapes de grossissement de nos insectes donc à la ferme. Pourquoi déléguer à des agriculteurs ce que vous pourriez faire vous chez vous? Alors pour plusieurs raisons, donc les matières premières, donc la France a besoin, donc même l'Europe on pourrait dire, donc a besoin de plus en plus de protéines et il fallait donc avoir la capacité d'augmenter donc nos capacités de production de manière assez rapide. Donc l'idée était pour nous donc de construire une unité et d'aller chercher donc la capacité donc en bâtiment chez les agriculteurs. Et à la fois, donc, ce modèle nous a paru assez intéressant puisqu'on a pu aussi travailler avec les agriculteurs sur le renforcement de notre présence sur le territoire, mais aussi les accompagner donc dans la recherche d'un revenu complémentaire. Les éleveurs aiment les animaux. On peut aimer une aubrac. Est-ce qu'on va avoir des éleveurs qui vont aimer des vers? Alors aujourd'hui, je ne saurais pas répondre à la place donc, des éleveurs, mais on tisse un peu moins donc, de liens familiers avec des insectes, comme on pourrait les tisser avec un mammifère. Mais l'intérêt, c'est qu'on a des niveaux de protéines très élevés dans ces farines. Combien par rapport à d'autres produits? Alors, je crois qu'on est aux alentours des 50% donc pour le soja. Sur donc, nos farines d'insectes, on va atteindre un taux de protéines de 70%. Et surtout des protéines particulières, alors, complémentaires. Exactement. Donc, alors, l'idée n'est pas de remplacer donc, les protéines végétales, mais venir les complémenter avec donc, un produit qui va plus facilement s'assimiler donc, dans l'organisme. Donc, et avoir des gains de croissance beaucoup plus importants. Alors, les médias font souvent l'erreur, c'est pas du tout pour les humains en manger, c'est bien pour les animaux. Ça va être destiné à quel type d'élevage? Alors on va destiner nos produits donc, à l'alimentation aquacole dans un premier temps, puisque c'est l'autorisation qui nous a été donnée par l'Europe, donc la Commission européenne au 1er juillet donc, 2017. Et progressivement, on va aller donc, vers l'aviculture et les élevages porcins. Et pourquoi vous leur donnez des farines aux poissons alors que vous pourriez leur donner directement les insectes? Alors, tout simplement parce que l'organisation de l'alimentation animale donc, à des niveaux industriels est organisée d'une certaine manière. C'est qu'on donne maintenant des croquettes, donc un mix alimentaire parfait donc, à l'animal. Donc on va aller implémenter à la fois des vitamines et à la fois donc, des protéines végétales et animales pour qu'on ait justement une efficacité de croissance respectable donc, pour les animaux. Stéphane Ballas, vous représentez 2 coopératives, enfin le pôle innovation de 2 coopératives. Pourquoi vous vous impliquez là-dedans? Les coopératives se sont intéressées très tôt à la substitution pour les protéines. L'élevage des insectes pouvait se faire de façon décentralisée sur les exploitations agricoles. Et nous, ce que nous cherchons, c'est à diversifier les activités agricoles au sein de l'exploitation pour amener un revenu complémentaire à l'agriculteur. 1300 éleveurs, je crois, chez Maïsadour vont demain faire des insectes? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on va sélectionner des agriculteurs qui ont vraiment la possibilité technique, le bâtiment qui est déjà en place pour produire des insectes. Et on va sélectionner les agriculteurs qui sont le plus attentifs à ce genre de développement sur leur exploitation. Est-ce que ça paye l'élevage d'insectes? Pour les agriculteurs qui nous écoutent, effectivement, vous recherchez des agriculteurs, donc la question c'est est-ce que ça paye? Alors, allez-y. Alors effectivement, c'est rémunérateur pour l'agriculteur. On est véritablement dans un échange. On va d'abord calculer donc, combien il va devoir investir pour travailler avec lui sur le prix aussi, donc cette valeur de rachat donc, des insectes. Donc on arrive vraiment dans un échange qui est gagnant-gagnant.
Effectivement, notre présence aussi donc, sur le salon de l'agriculture, c'est pour rechercher donc, des agriculteurs, puisqu'on lance notre modèle à l'échelle donc, nationale. On recherche des agriculteurs sur toute la France avec un plan de développement avec 5 sites donc, à l'horizon donc 2020. Donc, si vous écoutez l'émission, vous êtes éleveur, on peut vous écrire, comment on fait? Alors, si on nous écrit, on va sur notre site internet, on a donc un formulaire de contact, on adresse donc ses coordonnées où on sera recontacté rapidement pour venir faire une visite sur son exploitation. Et après, vous arrivez, vous livrez des œufs, c'est ça? Comment ça se passe? Exactement, en fait, nos œufs d'insectes sont organisés donc, dans des bacs qui eux-mêmes sont organisés sur une palette. Cette palette est adressée directement chez l'agriculteur qui lui donc, va apporter du soin pendant 60 jours. Donc pendant 60 jours, il va apporter une température qui est contrôlée d'environ 27 à 28 degrés et une hygrométrie d'à peu près donc, 70%. Et donc l'agriculteur hydrate régulièrement, donc, de manière journalière, donc, les insectes et apporte donc, le contrôle qui est nécessaire. Passé ce délai de 60 jours, nous on vient récupérer donc, ces insectes et ensuite on les transforme donc, dans les produits qui sont ici sur le plateau. Et ça n'attrape pas des maladies, les insectes? Vous n'allez pas avoir une grippe aviaire des insectes? On n'a pas de grippe aviaire des insectes identifiés. On travaille avec différents organismes comme des écoles comme AgroParisTech, mais aussi avec l'INRA. Donc, pour aller plus loin dans la démarche et la recherche donc, de tous les facteurs qui pourraient être problématiques dans le développement de notre industrie, aujourd'hui, il n'y en a pas qui sont identifiés. Et si Philippe Chalmin, entre deux cours, veut élever des insectes, on ne sait jamais, ou il faut qu'il soit vraiment agriculteur pour le faire? Alors, pour faire donc, l'élevage d'insectes, il faut être agriculteur, il faut avoir donc une exploitation agricole. Philippe Chalmin, comment vous réagissez? Écoutez, moi je trouve ça très intéressant. Ça n'est pas anecdotique parce que, par exemple, en Chine, c'est déjà quelque chose qui est... alors, ils sont différents. Hein. J'avais vu un truc en Chine. Ils étaient plus... C'était pas les mêmes insectes. Mais bon, je pense qu'il y a plusieurs variétés. Ça répond à un vrai problème. N'oublions pas que l'un des déficits majeurs de la France, c'est son déficit protéique. Ça date des années 70. Nous ne faisons... Alors, d'accord... On fait un peu de soja par chez nous dans les pays de l'Adour, mais enfin, ça n'ira jamais très 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 loin. Donc nous sommes des importateurs nets de tourteaux protéiques. On a essayé, il y a eu des plans protéines qui se sont succédés. Qui n'ont pas vraiment bien marché, on va le dire. Non, parce que le développement de l'élevage porcin, de l'élevage de volaille, ça fonctionne au soja, qu'on le veuille ou non. Et donc, si jamais on a... Et ça pose d'ailleurs un problème... je dirais, au niveau de la planète. Il ne faut pas oublier que notre défi, c'est de nourrir 10 milliards d'êtres humains à la fin de ce siècle, mais pas 10 milliards de végétariens indiens. Lorsque les petits Chinois se sont mis à gagner mieux leur vie, ils se sont mis à rêver de petits canards laqués, de petits cochons, etc. Et donc la Chine aujourd'hui, elle importe à elle seule, rendez-vous compte, le tiers du soja mondial. Cette année, la Chine va importer 100 millions de tonnes de soja. Donc ils ont le même problème que nous. Et si, à partir de vos insectes, on arrive à remplacer un petit peu de ce tourteau de soja, on aura quand même... Et si en plus, ça permet de donner un revenu de complément à des agriculteurs, pourquoi pas? Et moi, je crois que ça va marcher. Parce que Grégory Louis, il a quitté le secteur financier pour venir dans l'élevage, ce qui est quand même une preuve d'engagement là-dessus. Puis vous avez convaincu quand même Xavier Niel, Free, Mythique, venteprivée.com de mettre quelques billets dans votre entreprise. Effectivement, c'est d'ailleurs ce qui a lancé l'entreprise, puisqu'en 2013, lors du concours donc, 101 projets, donc, ces 3 business angels ont fait confiance à Entomopharm et ont investi dans l'entreprise. Et aujourd'hui, nous apportent aussi encore donc, leur bienveillance. Bon, Entomopharm, félicitations pour cette capacité d'innover. Longue vie à votre entreprise, longue vie aussi à Ovalie Innovation. Et puis, gardez votre franc-parler, on vous aime bien comme ça. Merci beaucoup. Merci. Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette émission.